Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais réagir à la petite discussion qu'ont eue Agnès Levallois et Pascal Boniface sur la chaîne YouTube de Pascal qui se nomme Comprendre le monde, dans laquelle il interviewe Agnès Levallois à propos de son livre Le livre noir de Gaza. Un livre qu'elle a écrit qui se base sur les données de la guerre entre Israël et Gaza jusqu'à environ janvier ou février. Et il discute un petit peu du livre et de la situation et je voudrais y réagir. Alors, on commence. Pour Agnès. Bonjour. Et alors, dans sa préface, Ronnie Broman écrit qu'aucune population n'a subi des bombardements d'une telle intensité, aucune guerre récente n'a tué autant d'enfants, aucun massacre de cette envergure n'a reçu un tel soutien de la part de pays démocratiques qui professent pourtant à tout va leur attachement aux droits de l'homme. Donc il y a une sorte de grand écart entre la cruauté de cette guerre et le fait qu'elle soit soutenue, ne serait-ce qu'implicitement, par des pays qui professent la vertu d'habitude. Oui, Alors, je pense que c'est vrai à propos des données, je n'ai pas vérifié, mais c'est vrai que l'ampleur de cette guerre jusqu'à maintenant, qui est à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le fin octobre 2024, on parle probablement de plus de 48 000 morts dans la bande de Gaza. On estime à environ un tiers les terroristes et donc deux tiers de civils, donc ça fait dans les environs de 25 000 personnes de civils qui ont été tués, dont énormément d'enfants. Donc ça, c'est tout à fait vrai, plus ou moins, on n'a pas les chiffres exacts, mais je pense que c'est assez vrai. absolument frappant lorsqu'on analyse ce conflit, cette guerre maintenant qui dure depuis un an, de voir ce décalage absolument abyssal entre les déclarations de respect du droit international et la réalité sur le terrain qui va à l'encontre de cela sans que ça suscite véritablement de contestation, de critiques. Les critiques sont très très timides et lorsqu'on voit l'ampleur des destructions, des dégâts provoqués dans la bande de Gaza, maintenant au Liban, on est vraiment pris d'un vertige colossal de se dire mais comment est-il possible de laisser faire de telles destructions sans que ça suscite, effectivement, je crois qu'il faut vraiment insister sur ce point, de critiques de la part de cette même communauté internationale qui passe son temps à mettre en avant des règles de jeu, mais qui sont complètement bafouées dans le cadre de ce conflit dans la guerre de Gaza. Alors, là, je voudrais dire que de nouveau, on se retrouve avec le même genre de manipulations qui sont faites souvent par des personnes qui aiment attaquer Israël, surtout dans cette guerre-là, c'est d'ignorer la réalité. Et je pense que le fait d'abord, il y a beaucoup de critiques par les chefs du monde, dans beaucoup de pays, y compris le président Macron et le président américain, et même les deux candidats à la présidentielle américaine actuellement, et d'autres encore. Mais je pense principalement, c'est que les vrais chefs d'État qui regardent la situation comme il faut, en fait, n'ont pas d'autres solutions à proposer pour combattre le genre de terrorisme du genre du Hamas ou du Hezbollah d'ailleurs au Liban aussi. D'accord. On est face à un terrorisme qui n'est pas comme peut-être quelques personnes ont encore en tête une organisation terroriste. Ce sont quelques personnes qui prennent des mitraillettes, qui vont mitrailler un magasin ou un restaurant. On n'en est pas là du tout. On parle d'organisations qui ont pris contrôle de territoires, contrôle de pays, d'États ou de partis. D'accord. On a le Hamas dans la bande de Gaza, on a le Hezbollah au sud Liban, on a les Houthis dans une partie du Yémen. Puis on parle d'organisations de dizaines de milliers de personnes qui ont littéralement conquis ou bien des parts d'États ou bien des endroits, des régions complètes comme le Hamas de la bande de Gaza, qui opèrent de l'intérieur d'agglomérations civiles, d'accord, et qui font des massacres complètement énormes, d'accord, dont bien sûr le 7 octobre 2023 du Hamas en Israël. Et la façon dont Agnès et Pascal parlent ici, enfin pour l'instant Agnès, c'est comme si on ignore complètement la réalité. D'accord. Le fait que le monde ne sort pas très très fort contre Israël, c'est parce qu'en fait personne n'a de solution à proposer à Israël pour faire face au terrorisme auquel elle fait face. D'accord. Terrorisme dont l'ampleur est énorme. On voit maintenant dans la guerre du Liban, on voit les préparations du Hezbollah pour préparer une conquête du nord d'Israël. On parle de trucs énormes, gigantesques. D'accord. On parle aujourd'hui d'organisations terroristes qui ont des missiles balistiques par centaines. D'accord. Donc, ignorer cette réalité-là, c'est un problème. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les chefs d'État
sortent contre Israël, mais sont peut-être plus restreints que par exemple envers la Russie, puisque dans le cas de la Russie, c'était elle qui était la violente, tandis qu'Israël se défend. Oui, se défend, absolument. Tu écris au début de ton texte que écrire le livre noir sur Gaza t'était apparu comme une évidence. Oui, une évidence parce que ce qui est vraiment incroyable dans ce conflit, là encore, c'est que ce conflit est fermé, il se passe vraiment en huis clos, puisque les journalistes ne peuvent pas rentrer, que les observateurs internationaux ne peuvent pas rentrer. Alors heureusement, il y a un certain nombre de journalistes gazaouis qui, vraiment au prix de leur vie, nous donnent des informations, nous permettent de documenter, mais vraiment ce conflit se passe à huis clos, avec les images qui sont souvent les images de l'armée israélienne qui ne mettent en avant évidemment que leurs exploits, entre guillemets, ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc c'est en ça qu'il a paru absolument indispensable de documenter le déroulé de cette guerre pour que l'on sache exactement ce qui se passe à l'intérieur de ce trou noir, même si, je le répète, il n'est pas complètement noir, et heureusement, parce qu'il y a quand même beaucoup de Gazaouis qui essayent de documenter de la façon la plus précise qui soit, et les agences de l'ONU, puisque de nombreuses agences sont présentes. Et Alors, on va bientôt parler des agences de l'ONU. C'est vrai qu'Israël empêche des journalistes de rentrer dans la bande de Gaza. Ils rentrent à compte-d'eau, à compte-gouttes, pardon. Et même dans ce cas-là, ils sont accompagnés par l'armée israélienne, par Tzahal. Et ça, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est problématique, surtout dans le monde aujourd'hui dans lequel on a envie que tout soit ouvert et tout soit capable, qu'on soit capable de tout vérifier. C'est vrai que ça, c'est problématique. Comme le précise Agnès, c'est vrai qu'il y a des Gazaouis, des personnes locales, ou bien des journalistes, ou bien tout simplement des personnes, des individuels, et qui aujourd'hui, avec tous les smartphones et la technologie qu'on a, peuvent relativement facilement documenter ce qui se passe là-bas. aussi nous permettent de documenter, ainsi que les ONG comme Médecins sans frontières, Médecins du monde, enfin toutes ces ONG. Donc, il y a des informations, mais qui sont parcellaires. Et donc, l'intérêt de faire ce livre noir, c'est de montrer véritablement la réalité et ce qui permet de comprendre la stratégie qui est mise en place par Israël. Alors là, avant de continuer, la stratégie mise en place par Israël, ça va être très intéressant. Je vous conseille de bien écouter, parce que là, il va y avoir beaucoup à réagir. Ce qui est, je trouve, absolument sidérant quand on travaille avec ces différents rapports que sélectionnés et des articles de presse, c'est qu'on voit vraiment quelle est la stratégie mise en œuvre par Israël. Alors, je voudrais bien la voir. Tu parles des agences onusiennes, au premier rang d'entre elles, l'UNRWA, dont Israël cherche à délégitimer avec des soutiens d'ailleurs dans les pays occidentaux. Oui, c'est terrifiant de voir toute la polémique et les critiques qui se sont abattues sur l'UNRWA de la part d'Israël, alors qu'il avait commencé cette stratégie de délégitimation de cette agence pour les réfugiés bien avant le 7 octobre, mais qui évidemment, après le 7 octobre, a retrouvé de la vigueur pour Israël. Ah bah oui, c'est évident. Si Israël s'est aperçu qu'il y a plusieurs participants de l'UNRWA qui en fait font partie de l'organisation terroriste du Hamas, même avant le 7 octobre, c'est tout à fait normal et légitime qu'Israël ait voulu s'occuper, disons, de l'UNRWA. Puisqu'il y aurait quelques employés de l'UNRWA qui auraient exprimé des sympathies à l'égard du Hamas ou peut-être auraient participé. Pas peut-être, on a des preuves formelles que plusieurs d'entre eux ont participé. Et comme elle le dit, non seulement on sympathisait avec le 7 octobre, mais on littéralement participé à des massacres. On a des vidéos, d'accord, pas plus tard que la semaine dernière, ça a montré une vidéo d'un employé de l'UNRWA qui était le chef d'une des sections qui s'est occupé de littéralement assassiner et les Israéliens qui étaient cachés dans un abri. Et comment s'en étonner quand c'est une agence avec des personnels locaux qui vit dans son environnement, mais Si, on peut s'en étonner. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment s'étonner qu'un terroriste fasse partie d'une organisation, d'une agence de l'ONU? Si, il faut s'en étonner. Absolument.
l'UNRWA au nom de l'implication éventuelle de quelques employés, c'est absolument scandaleux parce que c'est la première agence qui apporte les besoins les plus essentiels à la population. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Israël, le fait que cette agence existe encore, ça veut dire que la question des réfugiés n'a toujours pas été réglée, puisque je rappelle que cette agence a été créée lorsque la question des réfugiés s'est imposée 48-49, lorsqu'Israël a fait partir de ces terres les Palestiniens qui y habitaient. Alors là, on arrête une seconde. Ça, c'est un narratif qui revient chez tout le monde depuis plusieurs années déjà et qui est complètement faux. Et dans la guerre d'indépendance d'Israël en 48, alors il faut mettre un petit peu comme ça, les données de façon claire et nette. Il y a le plan de partage de l'ONU. Les Juifs en Israël ont accepté le plan de partage. Les Arabes, aussi bien les Arabes locaux en Palestine que les pays autour, n'ont pas accepté. Il est important de remarquer qu'à ce stade-là, ce qu'on nomme aujourd'hui les Palestiniens n'existe pas en tant que peuple palestinien. Ce sont des tribus un petit peu éparpillées qui ne se voient pas du tout comme une seule entité. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ça ne compte pas, d'accord? Aujourd'hui déjà ils se voient comme l'entité palestinienne. Mais à l'époque il n'était pas un peuple palestinien, ça n'existait pas encore. Et ils ont refusé d'accepter le partage du territoire avec les Juifs pour que cela puisse devenir Israël. Et les pays arabes tout autour ont attaqué Israël. Le tout nouveau pays, et en espérant le liquider, tout simplement. Dans plusieurs endroits dans lesquels ils sont arrivés, qu'ils ont vu là-bas des Arabes, ils leur ont dit, écoutez, barrez-vous quelque temps, le temps qu'on gagne la guerre, après vous revenez. Le problème, c'est qu'ils ont perdu la guerre. Alors, je ne peux pas assurer qu'il n'y a pas eu dans certains endroits, peut-être, l'armée israélienne naissante, localement, peut-être qu'on a foutu les Arabes à la porte. C'est possible, mais en général, ce n'était pas la règle. Et c'est très facile à le prouver. C'est que pas tous les Arabes se sont enfuis. Seulement une partie d'entre eux. Qu'est-il devenu de ceux qui sont restés? Ont-ils été massacrés par les Israéliens? Eh ben non. Ce qu'ils sont devenus, c'est qu'ils sont devenus des Israéliens, des citoyens israéliens à part entière. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, 20% de la population israélienne, des citoyens israéliens, sont arabes. Environ, je ne connais pas les nombres exacts, mais environ 95% d'entre eux sont musulmans, 5% chrétiens. Mais on parle de 20% de la population israélienne qui est arabe, et qui sont les descendants directs de ceux qui ont décidé de rester là pendant la guerre de 48. Donc il ne s'agit pas ici de réfugiés, non réfugiés, Israël a foutu tout le monde à la porte, non, pas du tout. Il y en a qui se sont enfuis parce que d'autres pays arabes leur ont dit « vous pouvez partir, vous pourrez revenir ». Ils ont perdu la guerre, ils n'ont pas pu revenir. Et que cette agence devait disparaître le jour où la question serait réglée. Et donc cette agence de l'UNRWA démontre tous les jours à Israël qu'il refuse de négocier une solution à la question palestinienne et donc la question des réfugiés. Et donc ça rappelle en permanence à Israël que rien n'a été fait, et ce qui participe de sa volonté de faire disparaître cette agence. Alors, de nouveau, ce n'est pas faire disparaître l'agence pour faire disparaître les questions palestiniennes. Je pense que c'est extrêmement superficiel de croire que si on gomme l'UNRWA, alors il n'y aura plus de problème avec les Palestiniens. C'est n'importe quoi. C'est bien sûr que c'est n'importe quoi. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème ou qui va le faire disparaître. Que l'objectif, c'est de rendre Gaza invivable, ce qui est déjà le cas en réalité. C'est complètement le cas, puisque, évidemment, ce livre a été... Non, ce n'est pas du tout le cas. De rendre Gaza invivable, pourquoi? Qu'est-ce qu'on voudrait... Ça donnerait quoi de rendre Gaza invivable? D'accord? Alors, quoi? Pour faire partir les Palestiniens? Mais si elle est invivable, les Israéliens ne peuvent pas vivre non plus. Donc c'est n'importe quoi. Mais non, c'est la véritable raison de combattre dans la bande de Gaza, c'est de combattre le Hamas. C'est extrêmement simple. On ne peut pas plus simple que ça. Quand il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, le Hamas veut détruire Israël. Le Hamas a commis le 7 octobre 2023. Israël est entré dans la bande de Gaza pour combattre le Hamas. Voilà, c'est très simple. Être élaboré en janvier-février, qu'on a arrêté de collecter des rapports en juin pour simplement des questions de fabrication de ce livre.
on avait toujours l'espoir que ce conflit s'arrêterait. Et donc, tout ce qui est dit dans ce livre, même si ça peut paraître un peu dépassé, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est multiplié par 2, par 3, par 10 par rapport à ce qu'on décrit dans ce livre. C'est pour ça que je dis que l'intérêt, c'est de montrer la stratégie qui est à l'œuvre. Et la stratégie qui est à l'œuvre, c'est effectivement de faire en sorte que Gaza ne soit plus vivable à terme par les Palestiniens, et donc avec l'idée de les faire partir. Et c'est cette idée qui est défendue par un certain nombre de ministres du gouvernement israélien, et je pense évidemment à Smotrich et Ben-Gvir, mais d'autres. L'Europe. Alors là, je dois avouer qu'en tant qu'Israélien, Ben-Gvir et Smotrich, vraiment, ce sont les idiots utiles, d'accord? C'est vrai qu'ils sont ministres, c'est vrai qu'ils sont des extrémistes, et qui, eux, oui, ils ont des idées de ce genre-là. Alors, je ne sais pas si c'est exactement celle-là, mais ils ont pas mal d'idées comme ça. Ils veulent recoloniser la bande de Gaza. Et ça, j'avoue que c'est vrai, mais ils ne représentent pas, en tout, je veux dire, les idées officielles du gouvernement israélien. Ni Ben-Gvir, ni Smotrich ne font partie du cabinet de la guerre mené par le Premier ministre Netanyahou. Alors attention, j'ai pas tellement de bonnes choses personnellement à dire sur Netanyahou, je l'aime pas beaucoup. Mais il faut savoir que ces deux énergumènes-là, Ben-Gvir et Smotrich, ne font pas partie du cabinet de la guerre, ont très peu d'influence sur les décisions prises à propos de la guerre. Ça, c'est la vérité. Et c'est vrai que quand ils disent des trucs pareils, alors après, on se dit voilà le gouvernement israélien, mais c'est faux. D'accord? En Israël, l'écrasante majorité, y compris du gouvernement, ne veulent pas détruire la bande de Gaza, ne veulent pas la rendre invivable et ne veulent pas envoyer balader tous les Palestiniens qui s'y trouvent. C'est de faire en sorte que les Palestiniens, lorsque le conflit s'arrêtera, qu'il n'y ait qu'une seule envie, un seul désir, c'est de partir, puisque la vie ne sera plus possible tant toutes les infrastructures sont détruites, les hôpitaux, tout est détruit, avec même l'utilisation de produits qui font que la terre ne sera plus cultivable. Et ça, c'est un mensonge, clair et net. Tout simplement un mensonge. Et Israël n'essaie pas d'abîmer les terres de la bande de Gaza, et avec aucun produit, ni chimique, ni quoi que ce soit d'autre. C'est complètement faux, c'est un mensonge pur et net. Comment les Gazaouis pourraient-ils continuer à vivre sur une terre qui a été complètement détruite? Il n'y a plus de système de santé, plus de système d'éducation. Non, alors pour les hôpitaux, si on prend juste un chiffre, sur 36 hôpitaux, 19 sont complètement hors de fonctionnement et les autres sont détruits en grande partie, ça donne une idée. Toutes les écoles, universités ont été détruites, ce qui veut dire que la génération des enfants aujourd'hui, même après l'arrêt de la guerre, comment pourront-ils retrouver le chemin de l'école dans un terrain complètement dévasté, et des écoles qui ont toutes été détruites, des écoles largement financées et gérées par la fameuse UNRWA, l'agence de l'ONU, lorsque l'on sait qu'Israël est en train de présenter des textes de loi pour que l'UNRWA soit interdite dans les territoires. Bon, alors j'arrête un petit peu avec l'UNRWA qu'elle reprend. Je veux parler des hôpitaux, des universités et des écoles. C'est vrai qu'une grande partie d'entre eux ont été détruits, au moins très endommagés. La raison est toute simple. Pas parce qu'Israël veut détruire la bande de Gaza, mais parce que le Hamas, les terroristes du Hamas, se sont servis de ces bâtiments-là. Tout simplement. D'accord? Quand le Hamas se met, cache des armes, des bombes, des munitions, et dès que la guerre commence, prend lui-même parti et s'installe dans les universités, dans les écoles, dans des classes, d'accord? On a des vidéos de soldats qui montrent la quantité énorme de munitions qui a été trouvée dans des écoles. Des combats étaient menés contre des terroristes du Hamas de l'intérieur des écoles. Mais, idem pour les hôpitaux. Quand je rappelle qu'on a trouvé des tunnels avec des QG, des QG du Hamas en dessous des hôpitaux. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, là on est le 29 octobre 29 octobre 2024 quand j'enregistre cette vidéo. Il y a à peine quelques jours, dans un des hôpitaux, je ne me rappelle plus lequel, plus de 100 terroristes du Hamas avaient trouvé refuge, se cachaient là-bas et essayaient de mener la guerre contre Israël de cet hôpital. Donc oui, si on attaque, si des terroristes se servent d'écoles, d'universités et d'hôpitaux pour combattre, eh bien Israël n'a pas le choix que de réagir dans les écoles, les universités et les hôpitaux.
territoire palestinien. Donc ça donne l'ampleur du projet qui est mis en œuvre par Israël, de faire en sorte que tout le monde doit partir. La seule question qui se passe, c'est que où pourraient-ils aller les Gazaouis? Ils ont... Alors, ils pourraient aller nulle part, d'accord? Et quand je vous l'ai dit, à part Ben Gvir et Smotrich, qui, qui écrit tout le temps pour dire absolument n'importe quoi, des atrocités, sinon personne ne veut faire partie. Il y a environ 2,2 millions de Gazaouis. Ils n'ont pas où aller, tout le monde sait très bien, tout le monde est tout à fait conscient. Ils n'ont pas où aller, personne ne voudra les accepter. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de partir, c'est leur place là-bas, ils habitent là-bas, c'est leur endroit, c'est leur vie, et ils n'ont pas besoin d'aller nulle part, et il n'y a personne qui veut les jeter à la porte. Part à aller. Et donc c'est là aussi toute l'absurdité, le cynisme développé par le gouvernement actuel, le gouvernement israélien actuel, c'est de faire en sorte que la vie ne soit plus possible, mais en même temps les Palestiniens, les Gazaouis n'ont nulle part où aller. Non, je pense que le cynisme, c'est de commencer une guerre, pas seulement une guerre, d'accord, une guerre qui a été déclarée envers principalement des civils, d'accord, avec, je m'excuse, je reprends toujours, d'accord, parce que c'est là-bas le point de départ de tout ce qui est en train de se passer, le 7 octobre 2023, avec plus de 1200 personnes assassinées du côté israélien, pour la plupart des civils, et des milliers de roquettes qui ont été tirées sur des civils, et je trouve au contraire très cynique d'attaquer comme ça des civils, comme ça, tout d'un coup, d'accord, après de se cacher dans des centaines de kilomètres de tunnels, dans des villes civiles, et de mener les combats et la guerre de là-bas, ça c'est du cynisme. Alors, est-ce que, peut-être facteur d'espoir, est-ce qu'il y aura des comptes à rendre? Est-ce que le droit tellement bafoué pourrait avoir sa revanche avec la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale? Alors, c'est un peu l'espoir et c'est la raison pour laquelle c'est le dernier chapitre de ce fameux livre noir de Gaza où nous avons réuni des éléments pour voir où en était la mise en œuvre éventuelle de ce droit international. Tout le monde s'accroche aujourd'hui désespérément à ce droit international parce qu'il ne reste plus que ça, finalement, le point auquel on peut se raccrocher. Donc, effectivement, l'idée... Alors, l'idée de la Cour internationale, d'abord, il faut dire que je pense que l'idée est très très bonne. La mise en application laisse à désirer. Et un des grands problèmes, c'est que, j'en ferai une vidéo, je pense, séparément, c'est que pour respecter les lois, il faut que toutes les personnes autour soient d'accord avec ces lois. Mais là, on a en face de nous des organisations terroristes qui, je ne peux pas vous dire ce qu'elles en ont à faire du loi internationale ou autre. Et la loi internationale et la Cour suprême et la Cour internationale, en fait, ne donnent pas d'outils pour faire face à des organisations terroristes de cette ampleur et qui travaillent de cette façon-là. D'accord ? Les lois internationales ne sont pas bonnes pour faire face à ce genre de conflit. Il faudrait les revoir à zéro, les rédiger de nouveau et faire face à une réalité qui est complètement différente de ce qu'elle était au moment où ces lois ont été écrites un petit peu après la Seconde Guerre mondiale. Alors, on est tous dans l'attente encore du fameux mandat d'arrêt qui pourrait être délivré contre Netanyahou et son ministre de la Défense, puisque les mandats d'arrêt qui normalement concernaient les responsables du Hamas, ceux-là ont été tués par l'armée israélienne. Donc, il y a une forte attente de la capacité de la CPI à pouvoir délivrer ce mandat, avec le sentiment que si la CPI renonçait ou reculait, là, d'une certaine manière, ça serait la mort de ce droit international, puisque c'est le seul espoir aujourd'hui que l'armée israélienne et que le gouvernement israélien soient obligés de rendre des comptes face à la façon dont a eu l'armée de complètement fouler et mettre de côté ce droit international avec la pratique de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, le droit humanitaire international qui n'est en aucun cas respecté par Israël. Et donc, il y a une forte attente, mais même en termes de légitimité pour ce qu'on appelle la communauté internationale. Si celle-ci ne va pas jusqu'au bout, eh bien, je crois que là, on sera vraiment à une espèce de bord du précipice au bord duquel on est déjà. Et s'il n'y a même pas l'espoir que le droit puisse... On ne sera pas au bord du précipice, bien au contraire. Comme je l'ai dit, la loi internationale n'est pas adaptée à ce genre de situation.
Et peut-être que ce conflit-là actuel fera en sorte que, enfin, des professionnels se pencheront sur les véritables questions de faire face à des organisations pareilles. Et surtout que c'est pas le premier conflit de ce genre-là, d'accord? On a eu déjà l'Occident en Afghanistan, et on a vu ce que ça a donné, d'accord? Ça n'a pas marché là-bas, et ça c'est une autre question. Mais je veux dire, le droit international n'est pas adapté à des situations de ce genre-là. Quelque chose, il me semble que ce sera dramatique pour l'avenir finalement de ce que nous sommes et du mode de fonctionnement du monde dans lequel nous sommes. Merci Agnès Valois. Bon voilà, donc leur vidéo est terminée. Euh, Honnêtement, ça parle très bien, sûrement bien mieux que moi, qui bafoue un petit peu et qui a des fois un petit peu de mal avec le français. Mais je pense que c'était extrêmement superficiel et ça ignore la réalité complètement. Je veux dire, ne pas prendre en compte, quand on parle par exemple des écoles, des universités, des hôpitaux, ne pas prendre en compte l'usage que fait le Hamas de ces bâtiments-là, hein, et l'ignorer complètement, ça ne vaut plus rien. Après, on peut dire ce qu'on veut, ça sert absolument plus à rien du tout, d'accord? De ne pas mentionner juste une seule fois à propos de l'UNRWA que quelqu'un aurait éventuellement d'oublier le 7 octobre, ça ne veut rien dire du tout. D'accord? Il faut regarder le tout. Si on regarde seulement des petites parties qui nous arrangent comme on voudrait, eh ben, ça ne vaut plus rien. Ça n'a plus aucune valeur. Si au milieu, on refait les mêmes manipulations qu'on a l'habitude déjà de voir chez d'autres, dans d'autres vidéos, de petits mensonges, d'accord? Par exemple, de vouloir stériliser la terre, de vouloir jeter tous les Gazaouis, d'accord, qui sont par de la bande de Gaza. Alors c'est vrai que là, j'avoue, comme j'ai dit, on a les deux idiots utiles, Mengele et Smotrich, mais ils ne représentent pas la politique officielle du gouvernement israélien, même qu'ils sont ministres. Voilà, donc j'ai trouvé beaucoup de malhonnêteté et beaucoup de manipulation, et surtout, ce qu'on voit énormément dans ce genre de discussion-là, ignorer complètement toute une part énorme de la réalité, et qui est celle qui a mené la situation à être ce qu'elle est. Voilà, merci beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous voulez continuer à recevoir mes vidéos. Et à la prochaine.